Donc j'ai commenté la dernière partie de la session que j'ai jouée il y a un petit moment. Donc j'ai déjà fait deux premières parties. Juste un petit follow-up sur les deux premières parties, donc pour ceux qui les ont visionnées. Je pense que ça peut être intéressant. Donc State of Mind par exemple, qui était un des principaux protagonistes des deux premières parties et plus un régular. Je pense que s'il avait changé de nom, j'aurais reconnu son style. Donc, a priori, il n'était pas si bon que ça, même s'il a multitablé pendant un petit moment, avec un gros volume de jeu. Je pense que c'est une approche qui est plutôt correcte. Il ne faut pas non plus surestimer les nouveaux joueurs, même s'ils multitablent, même s'ils jouent beaucoup. A priori, mon approche, c'est plutôt de les considérer comme moyens, voire médiocres, jusqu'à ce qu'ils prouvent le contraire. Et vraiment, State of Mind avait un style un peu curieux, donc j'avais aucune raison de le considérer meilleur que ce que je pense a priori. Et donc ça explique aussi des folds qui peuvent paraître un peu de weak tight, comme j'ai fait à la fin de la dernière vidéo, donc où j'ai trouvé deux paires à la river et j'ai foldé le check raise. Contre énormément de régular, j'aurais jamais fait ce genre de fold, mais contre State of Mind, j'ai vraiment pensé, je veux exploiter au maximum les possibles lacunes des joueurs en face, c'est-à-dire sans doute un peu trop straightforward, pas très bluffeur. Et je pense que c'est une meilleure approche que de vraiment donner trop de crédit aux adversaires sans qu'ils aient vraiment prouvé le contraire. Alors j'ai pas mal avancé dans la session, il n'y a plus que Zolmob à gauche qui était dans les vidéos précédentes. Et sinon parmi les autres joueurs, Pipicort est vraiment le seul joueur que je respecte sur les tables. Donc il est très serré, donc a priori c'est quand même une lacune. Je pense que 19-16 en 5 max c'est trop serré, même si ça peut pas être évidemment une grosse lacune si le jeu post-flop est très bien équilibré. Il fait énormément de configuration bet aussi, il est pas loin de 80% de configuration bet, donc là aussi je pense que c'est une petite lacune, mais qui est pas mal compensée par le fait qu'il est très serré pré-flop. Et sinon en bas à gauche, donc j'ai une petite session heads up contre Dimaru. Alors Dimaru est un régulier qui joue depuis longtemps sur le réseau à ce niveau, mais bizarrement il ne multitable pas beaucoup. Je pense que c'est un joueur gagnant, mais qui est assez exploitable quand on connaît un peu son jeu. C'est un joueur assez loose, qui fait pas mal de petits bluffs. D'une certaine manière assez small ball, même si ses mises sont pas forcément très faibles, que ce soit au flop ou pré-flop. Et il va rarement engager son tapis sur un gros bluff à la river par exemple. A priori, il va engager son tapis essentiellement avec des très bonnes mains, rarement des mains marginales. Alors, je ne sais pas si on va voir ses stats, mais son pourcentage de showdown est assez faible, autour de 23-24 je crois. Donc c'est aussi un indicateur du fait qu'il n'engage pas son tapis avec des mains marginales. Alors au sujet des stats, je vous invite déjà à voir la vidéo de Balmix qui est sortie il n'y a pas longtemps sur le tracker et les stats. Je voulais juste donner une petite précision sur le pourcentage de showdown. C'est une bonne indication sur la ténacité de l'adversaire, mais il faut aussi prendre en compte le fait que si c'est un joueur très aggro qui fait énormément de bluff à la river, à tapis, son pourcentage de showdown évidemment va s'en ressentir. C'est pour ça que c'est aussi pas mal de coupler le pourcentage de showdown avec le pourcentage de, de, de pots gagnés
à la river. Donc c'est $1 à showdown, le pourcentage de $1 à showdown. Parce qu'évidemment, s'il bluffe énormément, le pourcentage de showdown va être plus élevé que juste un indicateur de ténacité. Donc on va commencer la session. Donc à part Pipikors, les autres régulars, les autres joueurs sont pas vraiment spectaculaires. Quelques régulars comme LOL Stick Up et en haut à droite et Helsink en bas à droite. Texas Burn aussi en haut à gauche, mais vraiment pas des joueurs a priori très dangereux. Et en bas à gauche, j'ai ouvert à 6 au bouton et je continue chez une bête évidemment le flop où j'ai trouvé un tirage de couleur max. Vraiment c'est le genre de flop où j'aime assez checker behind, checker derrière les faibles tirages de couleurs du type 4-5 de cœur par exemple. Parce que c'est un board où on va être assez régulièrement check raisé. Mais avec le tirage de couleur max, je pense que checker sera vraiment une grosse erreur. Sachant que pas mal de régulars surjouent leur tirage de couleur, même des tirages de couleur assez médiocres. Donc je pense qu'on va quasiment tout le temps partir à tapis contre les tirages de couleur avec gutshot type 8-10 et on a vraiment envie de partir à tapis contre ces tirages-là. Mais certains régulars vont vraiment surjouer leur tirage et vont partir à tapis avec des tirages de couleur type roi 5 de cœur, voire des tirages encore plus médiocres que cela. Alors après, Dimaru, je pense pas qu'il soit vraiment dans cette catégorie-là, mais il va certainement partir à tapis avec des tirages de couleur plus gutshot. Donc je pense que vraiment continuer chez une BT avec le tirage de couleur max c'est quasiment automatique. Alors il donc bet le turn, donc c'est une ligne évidemment curieuse. Je pense que son range c'est surtout des tirages qui n'ont pas envie de check-coller un deuxième barrel, donc type tirage de quinte, voire tirage de gutshot, éventuellement des tirages de couleur faibles type 4-5 qui a check-collé le flop. Et on peut se dire que face à ce range là on a plutôt envie de suivre. Mais en fait d'une part je pense pas que ce sera le genre de joueur qui va vraiment auto bluffer la rivière avec un tirage manqué. Donc il va pas forcément bluffer une main du type valet 10 qui manque à la river, donc on n'a pas vraiment de raison de lui donner une carte gratuite face à ces tirages. Donc quand même pas mal d'out. Et s'il a un faible tirage de couleur, on a peut-être envie de le garder en jeu pour qu'il touche sa couleur, mais ça fait quand même assez peu de cartes pour lui qui lui laisse l'opportunité de toucher. Et enfin, l'autre argument, c'est qu'il peut aussi avoir une main du type paire de 4, paire de 5, qu'il a encore pas envie de check-coller un deuxième barrel, qui va folder un raise au turn. Donc dans l'ensemble, je pense que le raise est meilleur, même si suivre est probablement envisageable. Mais bon, ça nous oblige aussi sans doute à suivre un barrel à la rivière, et on n'a pas a priori j'ai pas une connaissance suffisamment fine du joueur pour savoir sa fréquence de bluff la river. Donc ça peut entraîner des erreurs à la river sur un call. Donc je pense que le raise dans l'ensemble est meilleur. Et si idéalement il a une grosse main possible dans son range, type roi dame, soit il va juste flatter le turn, auquel cas on va juste évidemment miser pour valeur si on touche, ou alors il va se 3-better et on a un fold facile. Je
pense pas c'est pas le genre de joueur, je pense, à se rebêter et engager une bonne partie de son tapis sur un draw turn. Alors à droite, j'ai limpé au bouton face à un limp under the gun d'un short stack a priori très fishy. Je pense que évidemment le resolution raise est envisageable. Limper pas mal avec des mains qui ont un bon potentiel post-flop. Sachant que pas mal de short stack adorent faire des limp pre-raise UTG dans des guns, même avec des mains moyennes type As-10 ou des mains de ce type-là, ou paire de 7, etc. Donc limper de temps en temps est pas mal. Après, l'isolation raise est vraiment pas du tout attractif s'il y a des joueurs très aggro derrière qui vont pas mal se rebêter en bluff ou avec des mains un peu marginales. Bon, là, je pense pas que ce soit vraiment le cas avec les deux joueurs derrière. Certainement pas là le stick-up qui est assez multi pré-flop. Puis Picor, je pense que c'est réparti de son range possible, un 3-bet light, mais il ne va pas faire ça très très souvent non plus. Mais malgré tout, je pense que limper au bouton avec une main comme roi 8 suited n'est pas du tout mauvais. Alors là, j'ai décidé de 3-better là, donc ça fait partie de ces mains qui sont assez neutres levées sur un call pré-flop ou légèrement positive, légèrement post-levé. Et si on le fait de temps en temps, le free bet peut être largement plus positif, sachant que Dimaru est quand même très loose sur les ouvertures. Et il a je pense, une fold equity assez décente pré-flop et dans la suite de la main. Alors en fait, je me suis aperçu plus tard qu'il limpait aussi pas mal ses boutons. Donc ça rend moins attractif les 3-bet light comme ça, sachant que son range d'ouverture au bouton est plus serré, puisqu'il fait pas mal de limp, donc a priori avec ses mains les plus faibles. Donc là j'ai été raisé sur le completion bet. Alors évidemment le completion bet est totalement standard. Sa relance est quand même très suspecte. C'est une assez grosse relance. Donc peut-être que c'est une relance en bluff qui donne un peu l'illusion d'être pot committed, sachant que ça restera un bluff qui n'engage pas son tapis c'est vraiment une main du type qui n'a quasiment aucune équité. Alors après, j'ai pas vraiment envie d'être assez spewy contre ce joueur, en tout cas au flop. On peut envisager de sauver, mais je préférerais une main qui a au moins un peu d'équité en cas de call de sa part, donc une main du type As-3, As-4 par exemple. Son raise est suspect dans la mesure où c'est un board où il va sûrement se payer des brelans touchés au flop. Sachant j'ai remarqué qu'il suivait n'importe quel pocket pair sur un 3-bet au bouton. Mais il peut aussi avoir se payer par de par d'as pré-flop. Il peut faire ça avec. Je pense qu'il a minimum dame roi pour relancer au flop. Donc dans l'ensemble, j'ai pas non plus envie d'être très spewy avec une main qui a aucune équité en cas de call, donc je décide de folder.
isolation raise avec a suite of suit. Donc a suite of suit, c'est vraiment la main où je serais beaucoup moins tenté de limper derrière. J'ai plus envie d'être heads up face au limper qu'il y a avant. Bon, en plus, il a des stats donc avec un VPIP nettement supérieur au preflop raise. A priori, il a moins de chances de faire des limp raise. Et je suis call-collé par Oki avec des stats très très loose. Donc son call au big blind n'est pas forcément synonyme d'une main forte. Bon, personnellement, j'aime pas trop le check behind, sachant que c'est quand même un flop très dry. Et je pense que c'est un flop qui va complètement, qui va souvent manquer avec la main qu'il a collé au big blind. Donc il n'y a pas vraiment de raison. Alors évidemment, on aura parfois un free showdown, mais bon, il a l'air assez aggro, donc je suis pas très satisfait du check behind sur un tel board, sachant que je suis pas certain qu'on ait souvent un free showdown face à une moins bonne main. Donc évidemment je check jusqu'au bout. Et donc la réalité c'est qu'on a eu ce free showdown. Voilà, bon, vu ces stats, je pense que c'était relativement peu probable. C'est pour ça que j'aurais sans doute préféré un continuation bet au flop et lui éviter en plus de lui donner des free cards. Alors en bas à gauche, sur un limp pré-flop de Limaru, il a checké le flop au bouton, ce qui est relativement étonnant. J'ai trouvé deux paires au turn. Alors après son check flop, je le mets essentiellement sur une main qui veut faire du pot control, donc une pocket pair inférieure au 10 ou un 10. Je pense que les mains plus fortes vont sûrement miser pour valeur, et c'est peut être éventuellement aussi une très très forte main qui slow play. Bon, alors As-Dame a priori n'est pas dans son range de limp pré-flop, pareil que les paires de roi, paires de valet, paires de 10. Donc plutôt une main du type Dame 9 offsuit. Bon, je décide de miser le turn pour valeur face à une possible paire de 10 et moins. Évidemment, une fois qu'il raise, le 3-bet serait horrible et transformerait ma main en bluff. Donc je suis simplement le turn. Bon, son raise est relativement étonnant. Ça peut être éventuellement un tirage de couleur, couleur trouvé au turn. Mais malgré tout, je pense qu'il va régulièrement miser R sur le flop. Donc s'il lâche par exemple 4-5 de cœur, je pense qu'il va régulièrement essayer de voler le pot au flop. Donc un raise assez étonnant, et je le mets a priori plutôt sur une très forte main qui a slow payé le flop. Mais bon, le call au turn est aussi une manière d'éviter d'être trop exploitable. Donc avec l'espoir d'avoir un free showdown s'il a décidé de raiser le turn avec une main du type As-10 de cœur par exemple, ou un tirage de couleur avec paire de 10, donc n'importe quel tirage de couleur avec une paire de 10 type 9-10 par exemple. Donc évidemment, une fois que la dame arrive, c'est une très 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 mauvaise carte pour ma main a priori, et il fait une toute petite mise. Donc a priori plutôt une mise pour valeur. Bon, les cotes sont aussi très intéressantes, donc on peut être éventuellement tenté de voir la main, et
pense vraiment que il n'y a pas tellement de air dans son range, mais il pourrait éventuellement avoir une main du type 10 de cœur qui décide de tourner sa main en bluff. Bon, malgré tout, je pense que c'est relativement close et le fold est pas du tout une grosse erreur a priori. Alors en bas à gauche, en bas à droite, je vais juste revenir. Donc j'ai décidé de simplement suivre pré-flop et de ne pas squeezer. Je pense que face à un relanceur under the gun aussi serré, squeezer est quand même pas terrible. En fait, je pense que ça serait encore pire sans big blind deep, sachant que on est presque committed face à un 4-bet all-in. Je pense qu'on devra quand même folder, même sans big blind deep, même s'il a parfois des moves dans son range, sachant qu'il est quand même très serré, et que son range under the gun est évidemment encore plus serré. Donc dans l'ensemble, j'aime pas trop le squeeze, encore plus sans big blind deep. J'aime bien voir le flop en multi-way comme ça, avec un relanceur under the gun très serré. À 140 big blind deep, on peut éventuellement plus envisager le squeeze, sachant qu'on a un fold beaucoup plus standard pré-flop. Il va être moins tenté de fourbetter pas mal de mains, même des mains du type paire de valet, paire de dames, donc on aura plus d'opportunités de voir un flop. Et le squeeze permet éventuellement à des moves derrière assez bizarres. Donc par les joueurs qui ont flatté, qui sont sans big blind deep, donc avec des mains du type paire de 8, paire de 7, As-Dame, parfois il y aura peut-être une paire de 10 dans le range. Dans l'ensemble, je serais assez content de partir à tapis sur un contre-squeeze des joueurs qui ont collé pré-flop. Donc je pense que 140 big blind deep, c'était pas vraiment horrible de squeezer ici. À 100 big blind deep, ça aurait vraiment été beaucoup moins bon. Sachant qu'on verra sans doute beaucoup plus de flops un peu plus deep que 100 big blind. Donc je flop le full. Ce qui est vraiment, bon, évidemment, une main quasiment imbattable. Alors, slow player est tout à fait correct. Il espérait laisser toucher les adversaires. On peut aussi éventuellement donc bêter. Alors, le but principal, c'est un peu équilibrer son range de donk bet, sachant que je donk bet pas mal en multi-way, j'aurai souvent des draws dans cette situation, voire éventuellement R, même si bon là je pense que jamais je miserais R sur un tel board qui risque quand même pas mal de toucher l'adversaire. Et miser R sur ce board, c'est vraiment je pense que ça serait ce qu'on a essentiellement une erreur qui s'accumule sur les suites, c'est en anglais une compound mistake. Parce que sur un tel board, si on mise le flop, il sera certainement correct de continuer le bluff par la suite de la main, sachant qu'on représente énormément de force dans notre mise au flop, et l'adversaire aura pas mal de draws dans son range qu'il devra folder au turn. Donc vraiment j'aime pas du tout miser R sur ce board aussi. Mais donc BT permet donc je pense un peu d'équilibrer notre range de long bet, donc c'est pas une mauvaise idée. Dans la main en question, je décide de checker, ce qui est évidemment tout à fait correct également.
flop est checké par tout le monde, donc à nouveau slow payé, je pense, est hors de question. Je connais certains joueurs qui adorent slow payer énormément, mais vraiment le slow pay à outrance est rarement une bonne idée. Je pense que miser le turn est quasiment automatique ici. Donc je suis collé par Pipi Court. Alors une fois que bon évidemment je mise à nouveau la rivière, mais bon une fois que je suis collé par deux personnes et quand plus je mise la rivière, a priori je montre énormément de force. Donc je pense être collé quand même que par des mains assez fortes. Je pense que c'est minimum Breland 10 qui va me suivre, mais bon, Breland 10 reste relativement peu probable vu ce qui s'est déroulé dans la main jusque là. Donc je pense que Pipi Court avait peut-être une main du type Dame Valet qui espérait un free showdown avec la possibilité d'out. Donc j'ai été collé par Jokelito. Alors j'ai été voir la main, on va pas la voir sur la vidéo, mais il avait en fait Roi Valet offsuit. Alors je pense que c'est intéressant de s'attarder sur son call au turn et son call à river. Alors Jokelito est pas vraiment un bon joueur du tout, mais je pense que c'est peut-être sûrement un peu par hasard, mais je pense que ces deux calls sont vraiment pas du tout mauvais. D'une part, au turn, je pense que on a envie de relancer le turn pour être certain de stacker tous les volants de 10, mais là les stacks, le niveau de stacks sont quand même un peu trop faibles pour se permettre de sauver le turn. Je pense que relancer le turn à tête pif est assez standard si c'est juste une relance du pot. Là on a ouvert bet le pot en turn, donc je pense que les volants 10 seront beaucoup moins tentés de suivre. Et à la rivière, j'avoue que quand j'ai vu son call, je me suis dit que c'était sans doute, bon, évidemment ça ne pouvait pas être horrible parce que je montrais énormément de force dans les mains, mais je me suis dit quand même que c'était relativement, probablement légèrement négatif EV, en tout cas contre pas mal de régulars. Je pense que contre moi c'était peut-être correct parce que je sais que j'ai montré énormément de force dans la main et que je vais, je pense, faire pas mal de folds que d'autres régulars ne feront pas forcément. Donc avec des mains du type au moins S10, je pense que je te fold. Après des mains du type Valet 8, je pense que c'est sans doute un peu plus close, voire Roi Valet. Donc on va utiliser le PokerStuff pour voir un peu, pour regarder un peu l'équité qu'il aurait face à un range relativement raisonnable d'un régular. Donc on va supposer que l'adversaire va bet coller minimum As-10. On peut se dire que je pense que pas mal de gens vont se dire que jamais un régular va bet coller As-10, mais je pense que c'est relativement faux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer le range de call d'un adversaire. Les adversaires n'aiment pas se faire bluffer, même dans cette situation-là. Ils auront des cotes vraiment très intéressantes sur un call. Il ne faut pas non plus se dire c'est pas la peine de relancer parce que rien de moins bien va suivre. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Mais on va quand même voir ce que ça donne. Donc on va supposer par exemple je ne connais pas exactement ces cartes, mais roi de carreau, valet de trèfle par exemple.
adversaire. On va supposer que je vais suivre pré-flop avec S10 offsuit, Roi 10 offsuit, Dame 10 offsuit, mais que je vais folder Valet 8 offsuit par exemple. Donc je pense que c'est un range relativement loose, relativement large en fait. Donc on a dit que Roi 10 foldait la rivière, donc on ne le met pas dans son range. Donc évidemment le full Dame 10, Dame 10 est dans son range. Et donc Valet 8 suited. Et ensuite les foules floppés. On va mettre 9-10 offsuit dans son range. Bon, évidemment, paire de dames, squeeze, je pense, quasiment tout le temps. Et enfin, je pense qu'on peut aussi mettre 7 de pique, 8 de pique, même si ça risque pas de changer grand chose à l'équité. Donc il y aura semi-bluffé le turn avec un assez gros draw qui va lui battre la river. Et enfin, donc la même quinte que Jokelito. Sauf qu'il faut que je mette le board, sinon ça ne servira pas à grand chose. Donc on voit que même face à un range comme celui-là, il est pas favori. Donc au final j'aime bien son call river. J'avoue qu'intuitivement j'aurais pensé qu'on aurait une meilleure équité que ça avec un range comme je l'ai décrit ici. Donc c'est vraiment intéressant parfois de faire ce genre de calcul à la river, donc calcul d'équité. Je pense que pas mal d'entre vous sont familiers avec ce genre de calcul. Mais pour les calculs très simples, je conseille aussi de les faire éventuellement à la main, parce que ça donne encore plus d'intuition, je pense. Un calcul à la main, c'est compter les combinaisons. Donc là, 10-10, il y a une combinaison, 9-9, 3 combinaisons, etc. Voir l'équité qu'on peut avoir. Donc en tout cas, c'était un beau call, mais je pense que de sa part, c'était plutôt un peu par hasard. En bas à gauche, donc je continuation bet le flop avec ma paire de roi flopé, tout à fait standard. Ici un 4-bet bluff. Bon, il aime bien un 3-bet assez light, donc évidemment le 4-bet bluff fait partie de mon range. Autant il est pas excessivement tight sur les 3-bets, je pense que sur les 4-bets il est déjà beaucoup plus serré pré-flop. Ouais, je pense que j'aime bien le check raise sur ce board de temps en temps. Donc j'ai collé pré-flop. Je pense que c'est le genre de joueur qui va pas être très paranoïaque
parano sur les check raise, même sur les boards assez dry comme cela. Mais évidemment, je ne vais pas systématiquement faire ce genre de check raise. Donc là, je check behind, ligne pas de contrôle assez classique. C'est pas forcément meilleur que miser le flop en fait. Ça dépend un peu de l'adversaire. Je pense que c'est pas un adversaire qui check raise énormément de draw. Et miser la paire de rois, donc je pense qu'on va être quand même assez rarement check raisé sur ce flop. Alors évidemment, je suis pas certain de la décision sur un check raise. Je pense que folder face à ce joueur est priori correct, même s'il aime bien faire des bluffs qui sont pas très chers. Mais l'avantage de miser le flop, c'est quand même on a sans doute plus de valeur qu'une mise turn sur certains draws type gutshot. Donc j'aime bien le check pas de contrôle face à un joueur vraiment très aggro, contre un joueur qui n'aime pas trop être très aggro avec ses draws. Miser le flop est tout à fait envisageable, je pense. Donc comme on voit, il fait pas mal de lignes pour le bouton. Donc vraiment adapter son range de free bet, sachant que ses ouvertures seront un peu plus serrées que pas mal d'autres joueurs. Et donc toujours en bas à gauche, je décide de value better ma paire de 9. Je pense que c'est vraiment standard. Je pense qu'il mise énormément. Je pense que même lui va miser pas mal de valets au turn, même si c'est pas un joueur c'est un joueur qui fait pas mal de poids de contrôle. Je pense que minimum valet 10 va sans doute miser le turn pour valeur. Donc il y a quand même moins de valets dans son range. Et une fois qu'il check le turn sur un board où il y a pas mal de mises draw, il n'est pas impossible il y aura, je pense, pas mal de paires dans son range inférieur au 9. Et il va sans doute suivre à la river. Donc je pense que le value bet est assez standard. Donc en haut à droite, je décide de 3-better avec 6-7 suited. On a perçu les stats, voilà, les stats de Texas Burn. Donc Texas Burn est a priori un joueur assez straightforward, limite quick tight. Donc on voit un showdown de 23%. Donc on a quand même énormément envie de jouer des pauvres 3-bettés contre lui, sachant qu'on a pas mal de fold equity sur la suite. En plus, par rapport au 3-bet, il n'est pas super tight, mais on a quand même une fold equity décente avec un fold sur 3-bet de 72%. 6-7 fait partie de ses mains qui jouent pas aussi bien que par exemple valet 10 utile dans les pots non 3-bettés. Donc j'aurais plus tendance à call-caller avec une main d'utile valet 10 utile. Je pense que 6-7 est un call assez marginal en fait après flop. Mais en revanche, le free bet a priori est plus largement plus sauvé contre ce type de joueur. Donc je flop donc tirage de gutshot et backdoor flush draw. Donc là, je pense que checker, même si de temps en temps on aura une carte gratuite, c'est vraiment horrible. On a envie de voler le pot
au turn sur une overcard, sachant qu'il est quand même assez weak tight a priori. Et je pense pas qu'on sera très souvent relancé sur ce board. Je pense que paire de dames et plus vont quasiment tout le temps four bet et pré-flop. Il peut éventuellement avoir paire de valet, mais c'est pas certain, ou As-10 suited. Donc, paire de valet, c'est pas certain parce qu'il va sans doute aussi régulièrement four bet et pré-flop. Et paire de 6, paire de 9 vont tout le temps flatter pré-flop par ce type de joueur. Donc arrive le roi, donc c'est l'une des cartes évidemment qu'on va bluffer. Alors juste une précision, je pense assez intéressante. On a des... Donc après au turn, on a quand même un stack de 814 pour un pot de 505, donc l'overbet shove serait vraiment trop risqué. On a, une fois qu'on mise le turn, donc en dessous du pot, évidemment on n'est pas committed avec un gut shot, sachant que son range de raise va être très très serré. Mais une fois qu'on mise moins que le pot, donc on va bet folder le turn, on perd évidemment tout l'aspect semi-bluff de notre main. Donc on peut être éventuellement tenté d'overbet shove pour conserver le semi-bluff, mais je pense que c'est trop risqué simplement pour garder 4 à hauteur, et même si notre main est pareil que R une fois qu'on décide de bet folder le turn. Bon, c'est évidemment pas forcément le cas puisqu'il peut éventuellement coller, mais vu les stacks ça serait quand même assez étonnant. Donc essentiellement notre main est équivalente à R ici, mais on peut pas, je pense que overbet shove serait beaucoup trop risqué avec la taille des tapis. Donc il réfléchit assez longtemps, ce qui me laisse à penser qu'il avait quand même une main relativement forte, peut-être même une paire de 10 en main, du type 10 valet suited ou 10 dame suited. Alors en bas à gauche, je check raise, top pair et not flush draw. Je pense que c'est l'un des rares cas, en plus face à ce type de joueur qui n'est pas super aggro avec ses draws, où je peux me permettre de check coller et donc garder les moins bons tirages à pique et faire du pot contrôle face à des mains faites meilleures contre lesquelles on n'a pas une très bonne équité du type As-Roi ou deux paires ou volant. Bon, contre la majorité des régulars, je pense que ils surjouent, comme je l'ai dit, pas mal de tirages et check raisé quand même, je pense, dans l'ensemble meilleur. Bon, ici j'ai checké behind, je vais décider de ne pas faire de question bet. Je pense que ma ligne standard c'est quand même de continuation BT avec une main qui a très peu de showdown equity. Mais je mixe un peu avec check behind et donc delayed continuation bet, c'est-à-dire la possibilité de voler le pot turn sur un check adverse. Mais il mise le turn, donc il décide de folder.
ici je 3-bet 8-7 suited. Coller me va parfaitement. Je pense que je call plus que je ne 3-bet dans cette situation. C'est quand même avec une main qui a pas mal, énormément de potentiel post-flop, même dans un pot non 3-betté. Donc je pense que j'ai plus de call avec cette 8 que de 3-bet, j'en suis même certain. Et il 4-bet. Donc j'ai envisagé le 5-bet bluff. Aujourd'hui je le ferai beaucoup facilement, c'est-à-dire je connais un peu mieux son jeu, je sais que le 4-bet bluff fait partie de son jeu, ce qui est relativement logique, sachant que c'est un bluff qui est pas très cher, qui n'engage pas son tapis. Et donc j'aime bien le 5-bet bluff avec cette main qui a une équité pas trop négligeable face à un range de call. Bon, d'ailleurs à ce propos, je pense qu'on parle souvent d'évolution du jeu. C'est vrai que aujourd'hui je fais plus de 5-bet bluff qu'il y a encore 3 ou 4 mois. C'est-à-dire que les joueurs, je pense, font beaucoup plus de 4-bet bluff. Alors évidemment, ça augmente la variance, ce qui n'est pas forcément très désiré. Mais bon, si les 5-bet bluff est largement plus élevé, il n'y a aucune raison de s'en priver. Dans l'ensemble, je pense pas que ça soit vraiment quelque chose que j'ai envie de faire très souvent, des 5-bet bluff. Donc a priori, je vais un peu restreindre mon range de 3-bet. Et ce qui rend des 5-bet bluff un peu moins fréquents. Enfin, j'aurai plus de 5-bet pour valeur dans mon range une fois que je limite mon range de 3-bet. Donc ici, évidemment un short stack que je ne connais pas, a priori très fishy. J'ai ouvert au bouton, il m'a collé au big blind, et il donc bet à hauteur du pot. Vu les stacks, je pense que je décide de shove. Alors je pense que c'est relativement correct, il peut y avoir énormément de draws dans son range, même si il n'est pas impossible qu'il donc bet à tapis ses draws et qu'il donc bet ses mains faites relativement descentes autour du pot et ses bluffs avec des petites mises. C'est pas complètement impossible, auquel cas il aurait fallu folder le flop, mais contre un inconnu je pense pas pouvoir me permettre de folder au flop. Donc là je suis free-betté par Tex. Alors Tex fait partie de ces joueurs small ball. Son free-bet était relativement, je pense, un peu plus élevé que normal. Enfin, je pense que sa mise de free-bet light classique. De toute façon, j'ai pas du tout envie de free-bet bluffer avec As-Valet suited. C'est vraiment une main que je vais avoir envie de flatter le free-bet. Alors il fait une petite mise comme à son habitude au flop, donc en général c'est suivi par une grosse mise au turn. Je pense que sur un board comme ça, c'est
plutôt synonyme de force et essayer d'induire un shove light. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de relancer, de se committer sur ce board. On a vraiment on a largement les côtes pour essayer de toucher la gut shot ou un backdoor flush draw ou top pair, etc. Donc coller le flop est, je pense, bien meilleur. Et je fold, je pense, de manière assez standard le turn. Donc ici, je vais repart de valet. J'ai checké le flop pour faire du pot de contrôle. Bon, là, les mises au turn évidemment marginales, mais contre pas mal de joueurs, je pense qu'il y a plus de valeur que d'essayer d'induire un bluff à la river ou un peu de valeur. Il suffit de check, sachant qu'il y a encore pas mal de draws possibles dans son range. Bon, ça reste assez marginal, surtout contre un inconnu où on a plus envie d'avoir des lignes qui permettent un showdown. Donc je pense que checker le turn était sans doute meilleur ici. En bas à droite, en bas à gauche, décide de continuation BT. Je pense que son stack est quand même assez gros, il va pas suffisamment deep pour pas faire énormément de check raise sur un tel board, que ce soit par exemple avec une paire de 5 ou une pocket pair. Donc je pense que je serais moins check raisé que s'il y avait un tapis beaucoup plus faible. Donc je touche ma quinte au turn, donc évidemment je value bet. Je fais un value bet river qui ne me met pas à tapis. Je pense que les deux sont possibles, c'est-à-dire que mettre à tapis, peut-être que dans sa tête il va penser que j'essaie d'arracher le pot. Dans l'ensemble, je pense que la majorité des joueurs psychologiquement vont être plus enclins à coller la river avec des mains faibles si ça n'engage pas leur tapis. J'aurais peut-être dû miser moins d'ailleurs sur la main en question, sachant que quand même son range est essentiellement des mains très faibles, type paire de 5 ou paire de 6. Et je pense qu'une mise de 250 aurait peut-être plus facilement obtenu un call. Donc dans l'ensemble, quand même des tables assez bonnes. Ça reflète pas forcément le niveau actuel. C'est-à-dire que c'est quand même de plus en plus des tables très régulières sur le réseau. Alors ici, j'ai checké un open link de texte. J'ai misé le flop. Moi, j'ai envie quand même de protéger ma paire de 2 qui est très vulnérable. Je pense que son check est quand même très suspect, sachant que je pense qu'il va miser énormément R sur ce board. Il faut qu'il a open link B. Bon, je
pense que de temps en temps il va check-folder ici, ou avoir SI qui va check-coller. Donc j'ai un peu de valeur, un peu de protection avec ma main. Checker était aussi possible a priori. Donc là en bas à gauche encore un limp avec une main suited, dame 4, je flop top pair que je vais value BT évidemment. Donc là encore une fois c'est son premier limp under the gun, donc je pense que je vais être assez régulièrement check raisé. Et j'ai décidé de faire un check de turn pour pot control. C'est pas forcément standard, mais j'avais vraiment suspecté un range assez fort sur sa main. Donc il avait flopé en fait le branle en 9, donc il a vraiment eu le minimum sur cette main. Donc là, j'ouvre paire de dames et je suis 3-betté par Pipicort. Vraiment, un 3-bet de Pipicort Nodorgun +1 contre moi, bon, il respecte évidemment pas mal mon jeu, même si j'ai des stats relativement lag, en tout cas par rapport à lui. Vraiment, son range est assez serré. Je pense que mon minimum de 4-bet c'est paire de dames et plus et As-Roi. Il est flatté, paire de 10, paire de valet, As-Dame suited, et de temps en temps paire de roi, et un peu plus régulièrement paire d'As. Je pense que même ne jamais flatter, juste se contenter de fourbetter paire de dames et plus et As-Roi et pas une grosse erreur. Donc là j'étais face à As-Roi. Je pense que c'est très important vraiment, je pense que c'est la très basique de pas surjouer une main comme paire de valet dans cette situation. Il y a encore certains régulars qui commettent cette erreur. Donc on va s'arrêter là pour la vidéo. On a déjà presque 1 heure de vidéo. Donc j'en ai terminé a priori avec la session que j'ai jouée. Je pense, j'espère déjà qu'on pourra parler de toute cette session sur le forum Limpers. Et pour la suite, je vais m'orienter, je pense, vers un peu de heads up. Mais je vais peut-être faire aussi une petite session de No Limit 10-20, parce que je joue pas mal de 10-20 en ce moment. Et voilà, pour clore un peu ce chapitre cash game sur les mistakes, je pense que ça peut être intéressant de voir la différence entre 5-10 et 10-20. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt sur les forums Limpers. Ciao.